Bonjour et bienvenue dans un nouveau épisode de mon podcast. On est déjà rendu dans notre 5e épisode. Aujourd'hui, on a nos deux invités, Nanayan et Talita. On va commencer tout d'abord par notre premier sujet qui est déjà, on va faire un brise-glace. Chacun va se présenter, donner sa première impression sur le foot et comment il a, genre la première fois la personne a joué au foot. C'était quoi ton impression? Est-ce que t'as aimé, t'as pas aimé? On va commencer chez Nanayan. Bon, bonjour tout le monde, je m'appelle Nanayan Apansatavi, je suis, coordonnateur du programme de futsal à l'école Evangeline Ladoversière, communément connu sous le nom de Evla. Je suis ancien élève d'Evangeline Ladoversière, c'est-à-dire que je connais la culture, j'ai fait partie de cette culture gagnante, puis là maintenant je redonne aux jeunes comme Talita et d'autres jeunes comme on a formé comme Ryan Emla, mon frère Obeng Tabi, et ainsi de suite. J'ai commencé à jouer au foot au primaire, mais vraiment de façon comme tout le monde. Tout le monde joue sur l'heure du midi, à la récré, et ainsi de suite. Puis j'ai commencé vraiment à prendre le foot au sérieux rendu en secondaire 2. Rendu là, c'est un petit peu trop tard pour prendre une carrière de foot, vraiment, et se rendre loin, mais ça ne veut pas dire que le développement n'est pas assez. Cool. Maintenant, chez Talita. Je m'appelle Talita et... C'est quoi la question? Quand tu as commencé le foot, genre, disons la première fois, c'était quoi ton impression sur le foot? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé mais tu n'as pas abandonné? Genre, tu as continué? Ta première impression sur le foot, disons. Ma première impression sur le foot, j'avais pas aimé. Pourquoi? Parce que j'étais nouvelle dans l'équipe, tout le monde était bonne et moi, je venais juste de commencer. À 12 ans, toutes les filles, elles étaient développées, capables de courir, dribbler. Moi, j'étais juste là. Je n'étais pas capable de rien faire. Même une passe, je n'étais pas capable. Ok, cool. Maintenant, on va commencer par notre premier sujet, qui est la question suivante. Pourquoi le foot est-il le sport le plus pratiqué et majoritairement le plus aimé par les jeunes de nos jours? Est-ce que c'est une question de multiculture? Genre, par exemple, c'est facile à jouer dans tous les pays, par exemple. Est-ce que c'est une question de facilité ou est-ce que c'est une question de match amical? Genre, tu peux t'amuser avec tes amis sans aucun problème. On va commencer chez Nanayan encore une fois. Mais je pense que la réponse est simple, c'est les trois. On est à Cartierville, quand même un quartier de grande population immigrante. Et pour nous, c'est vraiment plus simple. Tu vas au parc Louisbourg, au parc Marcelo Wilson, au parc Messi, n'importe où. Si tu apportes un ballon, c'est plus simple pour toi de te faire des amis et de jouer avec des personnes que tu connais pas. On joue au foot. Parce que c'est facile d'accès, t'as pas besoin de beaucoup, peut-être 2 paires de souliers pour faire des buts. Puis les lignes sont presque délimitées tout seul. Puis de là, ça devient des connexions pour toute la vie. Tu joues au ballon, tu t'amuses, tu dribbles, tu fais des connexions. Puis pas seulement ça, c'est simple. Cool. Et pour toi, Talita? Parce que c'est accessible, parce que les règles de base sont faciles à comprendre. Le foot aussi, il rassemble les communautés et il y a une tradition et de médiatisation et des opportunités de développement. Ok, cool. Donc si je comprends bien, selon toi, c'est que c'est un sport facile à jouer dans tous les pays, multiculturel? Ouais, un peu. Ok, selon moi, je dis c'est un sport facile. Mais pas facile à jouer, je veux dire facile à accesser. Parce qu'on peut jouer n'importe où, comme Nana il a dit. On peut tout simplement faire des buts, soit avec des souliers, etc. Et un simple ballon nous suffit. Donc, maintenant, on va parler de notre troisième sujet, qui est la question suivante. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes de nos jours peuvent gagner leur vie en devenant pro dès leur jeune âge au foot? Par exemple, genre, comme on voit, l'exemple que je donne dans tous mes podcasts, Lamine Yamal, un jeune qui gagne 3,1 millions d'euros par année. Et comme il voit maintenant, il gagne plus que sa vie. Il gagne beaucoup d'argent, puis tout. Est-ce que, selon vous, les jeunes de nos jours sont rapidement exposés à l'argent? Est-ce qu'ils peuvent gagner leur vie? Vous voyez? Pour dire cela, si tu m'aurais dit, est-ce que les jeunes sont médiatisé rapidement, je t'aurais dit facilement. Avec Panenka Football, qui est une page connue, que tout le monde suit, tout le monde prend leurs infos, des jeunes talents québécois,
et des jeunes talents d'école de n'importe où, c'est facile d'accès, puis tout le monde pose sur Panenka. Tu as un match à Evla, ok, Panenka met un poste de cette équipe-là, tu joues à Montréal, tu joues à Québec, tu joues à Gatineau, facile. Mais dire que les jeunes ils ont accès à l'argent facile, je pense que non, surtout dans le foot, parce qu'on le voit avec le CF. Beaucoup de jeunes qui sont passés par le CF, notamment Ismaël, pas Ismaël Koné, Ismaël Yao, un élève de Evangeline, ils ont traîné assez longtemps dans le programme du CF et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait de sous, à part s'ils ont signé un contrat avec la première équipe. So, plusieurs sont médiatisés, certes, mais plusieurs n'ont pas les moyens d'accéder à un contrat payé. Souvent, c'est on t'héberge, on te nourrit, on te donne la nourriture et tu vas jouer des matchs de haute compétition. Puis après ça, de là, ça te permet de donner une vision aux yeux. Une vision aux yeux, ça se dit pas. Mais ça te permet de donner une vision à des équipes comme Forge qui aimeraient signer un jeune comme Kadim Khan, qui est un autre produit d'Evla aussi, pour signer plus tard, ou Mamadou Khan, qui sont tous des jeunes qui ont été passés par le CF et que maintenant soit ils ont joué pro, ou soit ils ont fait leur propre chemin pour faire de l'argent pour jouer au foot et s'amuser. Pour toi, Talita, juste pour te répéter la question, elle dit, est-ce que les jeunes de nos jours sont facilement exposés à l'argent, ou si tu veux prendre la question d'une autre manière, est-ce qu'ils peuvent gagner leur vie dès leur jeune âge en jouant au foot? Ça dépend vraiment du milieu, parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Si tu viens à Evla, par exemple, tu vas voir l'équipe juvénile. Ils sont tous talentueux, mais il y aurait toujours un qui aurait plus d'attention que d'autres dans sa façon dont il joue. Il pourrait percer grâce à son talent à lui. Dans notre équipe à Evla en ce moment, cette année, on a peut-être 3-4 noms qui sortent du lot comme des joueurs qui sont des stars à Evla. On a Nadine Mérine, Ayoub Lawej et Jean Coco. Ces 3 gars-là, tu les vois sur un terrain, tu te dis ouais, ça c'est l'équipe d'Evla. Mais, dépendant de qui se pose la question ou qui parle, tout le monde se dit le meilleur joueur à nos yeux, puis on a vu sur les réseaux et tout, c'est Nadir. Parce que c'est un joueur qui dribble, il a un petit flair, un petit Ronaldinho-esque dans son jeu. T'as envie de voir le football à cause de lui. Mais en même temps, c'est à cause des débats. Par exemple, on a un autre joueur, Jean Coco, que lui, vraiment, c'est un style africain, mais vraiment avec le flair. Les vidéos populaires que tu vois en Côte d'Ivoire de Maracana, des gars qui dansent et tout avec le ballon, ça c'est lui. Mais dire que ces gars-là pourraient percer, c'est vrai, ils peuvent percer, mais c'est difficile à dire en ce moment parce qu'il n'y a pas de circuit facile pour eux. C'est pas comme si tu es au secondaire puis directement tu vas signer professionnel d'un bout à l'autre. Il faut que tu travailles assez longtemps. Et ça c'est malheureux parce que avec des infrastructures qu'on a surtout au niveau secondaire, avec plein d'équipes au Québec qui misent beaucoup sur le futsal pour faire le développement des jeunes des clubs, il devrait avoir peut-être plus de reconnaissance, mais c'est pas le cas parce que c'est le cadre scolaire. Cool. Moi, en vrai, pour mon avis, je dirais ça dépend de l'endroit. Par exemple, même à 13 ans, je vais encore prendre l'exemple du jeune Lamine Yamal. Il avait déjà un contrat avec Barcelone, mais il voulait pas rapidement l'exposer à la célébrité pour pas que d'autres équipes célèbres aussi l'achètent. Donc, moi, je dis, oui, ils sont rapidement exposés, mais tout dépend de l'endroit. Si tu pars en Europe et si tu compares en Amérique du Nord, je pense pas que c'est la même chose. Mais même là, je pense pas, parce que tu as Kevin Sullivan qui a signé à Philadelphia en MLS. Ouais, c'est ça. Puis lui, il a signé un contrat pro rapidement. Mais il fait partie du même circuit que le CF, MLS Next. C'est juste, quelle est la culture du club? Quelle est la culture du milieu par rapport à ça? Est-ce qu'au Québec, tu penses qu'on va payer un jeune de 14 ans un contrat pro? Non. Techniquement, c'est contre la loi. Okay. On va attendre qu'il a 16 ans, 17 pour lui offrir son premier contrat pro en règle avec les normes du travail ici.
Mais aux États-Unis, c'est un petit peu plus différent. Et surtout avec le foot, c'est un petit peu plus différent. Mais c'est juste que le milieu et l'endroit où est-ce qu'on l'est fait en sorte qu'il faut qu'on s'ajuste par rapport à ces réglementations. Et surtout la réglementation FIFA aussi. Tu ne peux pas signer un jeune qui est en bas de 18 ans. Tu peux représenter un jeune, sans problème. Mais tu ne peux pas le faire signer un contrat et le faire déplacer de pays ou quoi que ce soit. Ok, merci. Maintenant, on va entrer dans nos deux grandes discussions. Que la première, elle va aborder la question suivante. On va faire une discussion par rapport à l'évolution du foot à Evla. Donc, par exemple, je vais donner un exemple pour commencer la discussion. Genre, disons là, peut-être pas Evla, mais on va parler de Evla, mais l'exemple peut-être c'est pas sur Evla, mais quand une école commence une équipe sportive, c'est sûr que la première année, ils vont pas être déjà la meilleure équipe comparée à peut-être 15, 20 ans d'expérience. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de demander cette question. Votre point de vue sur l'évolution des équipes sportives à Evla. Mais si je me concentre vraiment sur mon expérience à Evla comme joueur de futsal et aussi comme coach de futsal et maintenant coordonnateur du programme, je trouve que ton statement fait beaucoup de sens, mais il y a aussi beaucoup à uncover, beaucoup à dévoiler par rapport à ça. Il faut comprendre que Quartier-Ville, le quartier où est-ce qu'on est en ce moment, où est-ce que l'école d'Évangéline Ladoversière se situe, c'est un quartier où est-ce que ça a longtemps été un quartier d'une grande population immigrante. Lorsqu'ils ont commencé leurs premières années dans le programme on va dire 1990 de soccer, ils avaient quand même une équipe forte. Certes, c'est pas un Jean-Eudes ou un Notre-Dame où est-ce que c'est une école avec de l'argent qui est capable de mettre de l'argent dans le programme sportif. Donc à chaque année, ils sont compétitifs. Mais nous, vraiment, c'est à cause du bassin. On a beaucoup d'immigrants qui viennent ici. On a beaucoup de personnes de culture immigrantes qui viennent et qui jouent au soccer. Donc pour eux, l'adaptation au futsal, c'est simple. C'est l'hiver. Ok, je vais aller jouer au soccer au gymnase. Puis même là, je vais apprendre à jouer un petit peu plus rapidement, être beaucoup plus simple dans mon jeu, savoir contribuer, savoir ne pas contribuer et tout. Alors, dire qu'il y a une évolution dans le programme, non. Mais il y a eu une évolution par rapport aux autres équipes qui sont autour de nous. Puis, je pense le plus gros de cela, c'était... Evla a toujours été une école qui a gagné des bannières régionales. Mais Evla, pendant quelques années, ont gagné 3 bannières provinciales. Les bannières provinciales de la RSEQ, c'est une compétition qui se déroule vers la fin du mois de mars ou début du mois d'avril, en toutes les équipes championnes des différentes régions de la RSEQ du Québec, qui est le réseau de sport étudiants du Québec. Et pendant ces moments-là, on a aussi découvert que c'est pas seulement le milieu qui fait en sorte qu'une équipe est bonne. C'est aussi tout le temps qui est investi. Est-ce que toutes les personnes qui travaillent par rapport à ça sont excellentes? Et c'est de là où est-ce qu'on dit que notre évolution à Evla est assez importante parce que on a beaucoup de notre staff sont tous des anciens élèves de l'école qui ont joué et qui ont gagné des trophées avec l'école. Donc ça donne une culture de gagnant déjà de 1, puis ça permet aussi de faciliter la compréhension du futsal et de comment l'on veut jouer. Cool. Et pour toi, Talita, comme jeune de foot dans l'équipe sportive de Evla, est-ce que tu penses que parlant un peu de tes coéquipières, est-ce que tu penses qu'ils sont fortes, peut-être pas fortes, mais tacticales? Comment ça? Genre, comparé à ton niveau, est-ce que tes coéquipières ont le même niveau que toi? Peut-être plus fortes, peut-être plus faibles? Non, quoi. Développe. Ok, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu penses que... Je peux juste répondre à la même question que Nana. Ben, c'est ça. Mais juste pour rebondir sur son point, puisque ça fait assez longtemps que je travaille à Evla, j'ai pu voir beaucoup d'équipes où est-ce qu'on avait peut-être 1 ou 2 superstars. On va dire des superstars, sont des personnes qui, en termes de talent et d'habilité technique, sont au-dessus du lot de leur groupe. Puis une des façons qu'on a faites pour développer cela, c'est mettre des personnes autour de ces personnes-là pour permettre à toute l'équipe de briller. Certes,
une personne comme Talita dans son équipe qui elle va paraître un petit peu plus, mais les autres personnes autour de son équipe aussi vont paraître de la même façon égale pour permettre à l'équipe au complet de travailler ensemble en synergie. Ouais, ça c'est vrai. Mais aussi, on a un petit secret que j'ai pas envie de dévoiler, mais on a un petit truc qui nous permet aussi de développer notre talent lorsque l'on joue. Cool. Ok, si on parle un peu de ton expérience comme... Mais j'ai même pas encore répondu. Ok, ouais. Désolé. Ok, ouais. Chez les gars, ils ont toujours été bons, mais chez les filles, je peux dire c'est comme des montagnes russes. Une année, c'est bien, une autre année, non. Ok. Cool. Et pourquoi tu penses que c'est comme ça? C'est rare de trouver une équipe excellente. Dépendamment de l'ambiance de l'équipe. De la manière de faire des coachs aussi. Ok. Comme l'année passée, si je prends un exemple, mon équipe Benjamin, on gagnait tous nos matchs, mais on n'avait pas des bons coachs qui pouvaient nous aider à rapporter la victoire. Ok. Nous ramener en finale et gagner la finale. Je comprends. Mais quand on était parti en tournoi express, on avait Nana. Et grâce à lui, on s'est rendu loin. Mais on ne pouvait pas gagner encore une fois parce que pendant la saison, on n'était pas assez développé par nos coachs. Dernière question avant de continuer nos deux grandes discussions que je vous avais déjà dit. C'est une question pas mal importante mais qui peut avoir vraiment beaucoup de plusieurs réponses diversifiées et différentes. La question est la suivante. Quelle est la différence entre le futsal et le football et le soccer normal sur terrain, utilisant sur gazon? Je ne veux pas genre dire des réponses, par exemple, lui il se joue à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Je veux des réponses, par exemple, est-ce que le soccer extérieur ça peut aider plus que le futsal? Est-ce que le futsal c'est plus aidant? Vous voyez, comme ça. Donc on va commencer chez Talita cette fois-ci. Je pense que le futsal ça aide plus. Parce que le futsal nous apprend à dribbler. Le ballon il roule plus vite au futsal, je trouve. Je pense que la plus grande différence entre le foot à 11 et le futsal, c'est que c'est un jeu d'espace réduit. Donc, quand on parle de futsal et on parle de jeu d'espace réduit, c'est un jeu où est-ce que tu as un petit nombre de joueurs. Au futsal, c'est 5. Sur 4 joueurs plus gardien, puis comparé au foot à 11 où est-ce que tu as 10 joueurs et un gardien. Mais, quand tu travailles sur des espaces réduits, comme au futsal, tu travailles avec un plus petit nombre, plus de répétitions avec le ballon. Ça veut dire, comme nous au futsal, dans notre façon de jouer, tout le monde touche au ballon. Ça va être rare que même notre pivot, qu'on appelle un attaquant, ne va pas toucher au ballon. Il va rentrer dans la rotation, il va toucher, il va bouger, il va être sur le ballon, il va donner la passe. Lequel des deux, vous pensez, peut plus aider les jeunes à s'améliorer? Ben, c'est le futsal. Le plus de répétitions que tu fais le plus jeune possible avec le futsal, le mieux que c'est. Mais c'est là où est-ce qu'il y a un gros problème qui en décline, c'est que au Québec, on n'a pas les installations nécessaires pour que le futsal soit accessible et sécuritaire. Parce que le plus gros souci de cela, c'est que un small-sided game ou un jeu d'espace réduit, c'est un petit espace. Ça peut être sur du béton, ça peut être sur du gazon, ça peut être dans un gymnase. Mais pour jouer au futsal de façon plus spécifique, il faut que tu aies un parquet ou il faut que tu aies un gymnase de bois. Puis la majorité des gymnases qu'on a au Québec ne sont pas toutes soit des parquets ou des gymnases de bois. Ça fait toute la différence par rapport aux articulations lorsque tu grandis, parce que plus que tu grandis et plus que tu as joué au futsal, plus facile pour toi d'avoir des douleurs au bas du dos ou des douleurs au genou. Qui est le même cas avec le synthétique. Plus facile pour toi d'avoir des blessures au genou, des blessures à la cheville ou des blessures à la bas du dos parce que tu joues sur du synthétique qui n'est pas un matériel qui absorbe les chocs de façon qu'un parquet aurait fait. Ou du gazon. Si on parle du ballon, le ballon, des fois, je sais pas, il rebondit pas en futsal. Ouais, c'est fait exprès. Ouais. C'est fait exprès parce qu'un ballon qui bondit dans un gymnase,
c'est le fun, pas te mentir, parce que avoir vu en Allemagne qu'est-ce qu'ils font pendant l'hiver, ils jouent dans un terrain de futsal, mais avec des buts à 11 pour les bas âges, avec un ballon qui bondit en mousse. Mais un ballon de futsal a besoin d'être petit, pas de bondir, puis d'être au moins assez gonflé comme un ballon normal, mais le fait qu'il ne bondisse pas permet d'avoir le ballon plus au sol, plus possible. Et est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée de Talita que le fait que le ballon ne roule plus rapidement? Oui, certes, parce que tu es obligé de bouger au futsal. C'est comme si tu joues dans la rue avec tes amis, avec des petits buts. Tu vas pas rester fixe à un endroit puis tu vas attendre le ballon, ça marche presque pas. Il faut que tu bouges, il faut que tu vas chercher ce ballon-là, il faut que tu te déplaces pour le faire. En tant que coach, est-ce que tu penses que chacun de tes joueurs, il faut le parler d'une façon différente afin qu'ils comprennent, ou toi, genre, tu parles direct à toute l'équipe et toute l'équipe va comprendre? Même ça a eu une évolution. Parce que si je regarde quand j'étais joueur, les coachs que j'avais pouvaient parler à tout le monde de la même manière, puis tout le monde comprenait. Mais c'est pas le cas depuis les années que je coach aussi. Il y a beaucoup de changements. Puis tout dépend de comment tu vois les affaires. Si c'est un changement pour le bien ou un changement pour le pire, mais c'est positif et aussi négatif. Parce qu'il y a des personnes que tu sais que tu peux faire beaucoup de coaching individualisé pour permettre de mieux comprendre comment la personne voit, mais en même temps, tu peux faire un coaching collectif où est-ce que tout le monde ensemble va comprendre ce que l'on cherche. Meilleur exemple, c'est l'équipe que je coach, ça fait 3 ans cela. J'ai appris à les connaître. Et ils savent que quand je vais dire une affaire en général, tout le monde va comprendre. Mais si vraiment j'ai besoin de parler de façon individuelle, je vais les prendre de côté. Puis là, c'est à ce moment-là que je vais vraiment faire le 1 à 1 avec. Okay. Parce que je vais faire un petit coaching individualisé pour aller chercher les meilleures qualités par rapport à mes joueurs. Ok. Encore un dernier truc. En tant que coach, c'est quoi ton message pour nos jeunes? Bon, je vais te reposer cette question une deuxième fois après, mais là, c'est pas trop spécifique. Mais genre, ouais. Mais souvent, prenez le temps d'écouter votre coach. Ça a l'air un petit peu fou à dire, mais dans le milieu du sport où est-ce que l'on est, prenez le temps d'écouter votre coach parce que, certes, peut-être vous ne le connaissez pas aussi bien que vous le pensez, mais peut-être cette personne-là a des connaissances qui pourraient t'aider assez bien pour t'aider à chercher ce prochain niveau que vous cherchez. Peut-être c'est pas aller professionnel, mais peut-être c'est jouer PLGQ, AAA ou même universitaire si tu es en fait secondaire, en fait cégep si tu es en fait secondaire ou universitaire si tu es en fait cégep. Les coachs ont un petit plus qu'ils peuvent t'apporter, mais aussi ils ont un petit plus qui peuvent te faire descendre. Tout dépend de quel est le coach que tu as et de quelle manière il décide de coacher aussi. Cool. Maintenant, on va partir à notre deuxième grande discussion, qui est, on va un peu discuter sur la carrière de Nanayan. Par exemple, j'ai déjà eu la chance de te demander la question si tu as déjà joué professionnellement dans des équipes de foot. Tu m'as dit oui. Et là, je t'ai invité à mon podcast pour un peu plus savoir sur ton, pas expérience, mais sur, comment dire, comment tu t'es développé dans le foot, genre quand tu as commencé jusqu'à aujourd'hui. Ah, je pense que ça c'est mon frère, Obeng. Ouais, mais toi aussi. Oui, moi j'ai pas joué professionnellement, mais j'ai joué à un niveau assez correct au Québec. Ça veut dire c'est pas du AAA ou c'est pas du semi-pro, mais c'est assez bon par rapport au stade où est-ce que j'ai été. Comme j'ai expliqué, j'ai commencé à jouer au soccer de façon sérieuse en secondaire 2. En secondaire 2, tu as un très très gros retard sur tout le monde. Mais là, je pense que l'affaire qui m'avait aidé un petit peu plus par rapport à ça, c'est que depuis que j'étais jeune, j'ai joué au foot compétitif avec les loisirs de Saint-Odile. On faisait du foot puis on jouait. Puis ça m'a permis un petit peu de jouer et d'apprendre. Mais rendu au secondaire 2, j'ai vraiment décidé de prendre ça au sérieux puis de jouer dans ma première équipe à Evla. C'était pas la meilleure équipe parce que dans le temps, on avait par catégorie à peu près 2 équipes. On va dire qu'il y avait l'équipe A, puis moi j'étais dans l'équipe B. À travers ces années-là, j'ai grandi, j'ai appris à me développer par rapport à ça. Puis
dans l'été aussi, j'ai joué avec les clubs de Salaberry. Ma première expérience, c'était en double A, en U15, si je me rappelle bien. Puis après ça, rendu en U17. Rendu en U17, j'ai fait le saut directement pour jouer en senior A, qui était quand même complètement différent pour moi, parce que je suis habitué de jouer avec des gars de mon âge. Là, je joue avec des gars qui sont seniors, qui sont adultes, qui ont un travail à faire durant la journée. Puis quand ils viennent en soirée, ils s'amusent avec leurs gars en jouant au foot. Le niveau de physicalité était complètement différent. Ça m'a pris par surprise, mais ça m'a fait du bien aussi. Parce qu'à la fin, ça m'a permis à jouer beaucoup plus rapidement puis à être bon. Jusqu'à temps que les dernières années, j'ai pu me concentrer plus sur le futsal. En jouant avec le Wolves, puis Wolves Futsal Club, c'est un ancien club qui n'existe plus, et coacher à ces clubs-là aussi. Cool, merci. Et toi, Talita, si ça vient le temps de nous parler un peu de ton expérience dans les équipes de foot que tu as jouées. Alors, quand tu as commencé la première fois jusqu'à aujourd'hui? La première fois que j'ai commencé à jouer au foot, c'était à l'âge de 12 ans, vers la de la 6e année. Je me suis inscrit dans l'équipe d'FSS pour l'été 2022, je crois. Et c'est là que j'ai commencé. J'avoue, j'étais pas bonne. Déjà, je commençais tout le temps sur le banc. Et le coach aussi, il croyait pas trop en moi, si je suis honnête. Et la première fois que j'ai eu une vraie chance, c'était quand on avait eu un remplaçant parce que notre coach, il était malade. Et ce match-là se déroulait sous la pluie contre la première équipe du classement, alors qu'on était une des dernières. Et c'était ce jour-là que j'ai commencé à marquer des buts et tout dans le match. On avait gagné 6-1 et j'avais marqué comme 4 buts ce match-là. Pourtant, j'étais toujours sur le banc et tout. Et au retour du coach, genre prochaine pratique, il me dit « Ah, je savais pas que tu avais ça en toi et tout. » Blablabla. Du coup, ça a comme augmenté ma confiance en soi parce que genre, je l'ai prouvé them wrong, entre parenthèses. Et là, ouais, avec ma confiance et avec ma persévérance au Parc Libourg, quand je jouais avec les autres gars ou filles, bah, ils m'aidaient un petit peu. Et après que j'ai réalisé que je commençais à devenir bonne et je pouvais me considérer comme une vraie joueuse de foot parce que j'ai pas lâché, bah, j'ai décidé de changer de club et je suis partie à Saint-Laurent. Et j'ai commencé en U14 AA. Puis, il y a des coachs qui ont remarqué par-ci par-là, j'étais rapide, j'étais quand même. J'avais le physique aussi parce que je suis grande de taille aussi. Là, j'ai commencé à jouer en U16 AA. Après cet été, je jouais avec 3 équipes, incluant les U17 AA. Et ouais, c'est ça. Et si tu nous parles un peu de ton expérience dans les équipes sportives à Evla? Bon. Est-ce que tu as commencé genre en secondaire 1, secondaire 2? Bah, j'avais commencé en secondaire 1, mais après, j'ai quitté. Est-ce que tu avais des difficultés à être accepté dans l'équipe? Ou tu avais déjà la confiance? En secondaire 1, ouais, j'avais des difficultés parce que j'étais une des plus jeunes. Et ça critiquait beaucoup, vu que la majorité, elles étaient plus âgées. Après, j'ai quitté au milieu de la saison. Parce que selon moi, le futsal, ça servait à rien. Ça menait nulle part. Et mes coéquipières, elles n'étaient pas vraiment gentilles avec moi. Ouais. Et là, secondaire 2, Nana, il m'avait convaincu de revenir. Banana? Nana. Ah, ok. Nana, il m'avait convaincu de revenir. En secondaire 2. Et ouais, j'avais commencé ma saison. Même si c'était vraiment la pire saison de ma vie. Bref, j'ai quand même aimé les buts et tout, parce que c'était quand même facile. Après secondaire 3... Ça, c'est en secondaire 2? Ouais. Ok. Vraiment pire saison de ma vie. Secondaire 3, bah, cette année... Peut-être ça va un peu mieux. Ouais, ça va un petit peu mieux. Est-ce que tu penses continuer ces 4 et 5 et continuer le foot pour ton futur? Ou est-ce que tu penses arrêter pour un autre métier? Non, j'ai continué. Tu continues? Ouais.
Est-ce que tu auras un plan B si ceci ne fonctionne pas? Ouais. C'est quoi? Je compte devenir architecte. Cool. Ok, maintenant, j'ai une question un peu plus pour Nana, mais Talita, tu pourrais quand même répondre. Quel est votre mot pour les jeunes de nos jours, pour les encourager dans leur vie quotidienne et pour leur futur? Ça peut être sur le foot, mais peut-être c'est un peu plus dans leur vie, dans leur routine, pour les encourager. Je sais pas si je l'ai Disons dit. un message. Je sais pas si je l'ai dit assez, mais n'ayez pas peur de faire des erreurs. Je pense que tout le monde, et quand je dis tout le monde, même moi inclus, on a peur de faire des erreurs. Que ce soit à l'école, que ce soit sur un terrain, que ce soit même dans la rue. On a tous peur de faire une erreur dans la vie et de ne pas être capable d'assumer les responsabilités. Comme je dis tout le temps à mes joueurs, lorsque vous allez grandir, vous allez apprendre à assumer vos responsabilités. Si vous faites une erreur, c'est pas la fin du monde. Mais si vous êtes capable de vous relever et après ça dire ok, je m'excuse pour mon erreur, j'ai compris pourquoi j'ai fait mon erreur, puis avancer, c'est mieux. Cool, merci. Et pour toi, Talita, si tu auras un message, peut-être, disons pour les personnes un peu plus jeunes que toi, pour leur peut-être les encourager dans leur vie à ne pas abandonner ou lâcher leur projet, tu dirais quoi? Attends, dans la vie ou sur le foot? Disons dans la vie Dans la vie, et dans leur projet. Ça peut être un projet de foot. lâche pas, il y aurait tout le temps des hauts et des bas. Et on commence toujours quelque part. On va toujours commencer au sol pour monter en haut. Ne te force pas de performer vraiment, vraiment bien. Parce que si tu commences d'en haut, tu vas te retomber. Du coup, D'accord. monte petit à petit. Je sais pas. Ok, ton message j'ai bien compris. Merci. Donc, notre podcast à peu près tire à sa fin, mais si vous avez comme des questions ou quelque chose, ben, peut-être vous demandez ou vous me demandez, c'est le moment. Mais je sais que toi, tu es élève à Evla. Je te vois pas souvent lors des matchs, mais qu'est-ce que tu peux en dire de ton expérience en tant que spectateur? Ok. Et que tes amis jouent au futsal pour l'équipe Ouais. sportive de l'école? Bon, moi je vais nommer deux élèves. Je pense que ces deux élèves, c'est les élèves qui performent le mieux, mais ça veut pas dire que les autres, ce n'est pas des bons joueurs. Genre, moi je trouve que tous les joueurs choisis dans l'équipe de futsal SEC 2, je regarde rarement les matchs de SEC 1, c'est des joueurs bien choisis. Mais je dirais que Patricio Baidou et Seydou Traoré, c'est vraiment les joueurs qui Yes. c'est vraiment qui aident leurs équipes. Genre. Disons l'équipe de SEC 2 sans eux. Ça irait bien, c'est sûr. Mais je pense que c'est eux qui aident vraiment l'équipe à gagner, à bien performer, puis tout. Je donne vraiment tout mon respect pour les autres joueurs, puis tout, parce qu'ils sont vraiment forts. Mais moi, je dirais ces deux joueurs en particulier, c'est eux qui aident leurs équipes à bien performer. Et voilà. Mais du côté féminin, j'ai jamais regardé des matchs, mais j'en doute vraiment pas que Talita, c'est la meilleure de l'équipe. Merci. Mais pour revenir à ce que tu viens de dire, ça fait quoi, 2 ans que je suis cette équipe-là, de loin et aussi de près. Puis c'est un excellent groupe. C'est un groupe vraiment le fun à travailler avec. Comme mon groupe des cadets de cette année aussi, c'est un groupe excellent à travailler avec. Puis c'est aussi un testament, ces équipes-là qu'on a à Evla, c'est aussi un testament du bon travail que les coachs font avec eux. Parce que certes, tu peux avoir un Patricio puis un Seydou dans ton équipe, puis tu vas gagner tout facilement ici. Mais il y a d'autres personnes dans cette équipe-là qui est capable de soutenir cette équipe-là, puis ils l'amènent encore au meilleur. Comme Samuel, Astin, Miné aussi, et Yassir. Ces trois joueurs que l'année passée, si tu les aurais vus en secondaire 1, tu aurais dit ils sont pas trop, mais cette année, c'est incontournable. Disons, eux c'est comme Rodri, disons. Mais si on prend l'analogie du Real Madrid, on va dire, comme je prends Jade. Pour moi, Jade, là, c'est un Federico Valverde. Son jeu n'est pas flashy de tel, mais son jeu est essentiel à l'équipe. Ça fait rouler toute l'équipe, puis sans lui et sans les autres gars
de type de support et tout, tes joueurs comme Seydou et Patricio ne peuvent pas s'en sortir. C'est vrai. Mais aussi une affaire que tout le monde a tendance à oublier, c'est que nos joueurs arrivent là et nos équipes arrivent là, c'est pas un seul joueur aussi. C'est plusieurs joueurs, puis c'est plusieurs joueurs en synergie ensemble qui fait la différence. So, on peut enlever Patricio et Seydou, puis l'équipe va quand même bien aller parce que le travail du coaching et le travail du coach qu'il fait avec ces équipes-là en vaut la peine, vraiment. Ouais, exact. C'est pour ça, moi, je dis toujours, ça prend vraiment une équipe, tout impliqué pour que ça marche bien. Genre, un joueur tout seul, ça peut pas, et 2 joueurs, ça peut pas. C'est vraiment toute l'équipe qui est importante. Et voilà, bon, notre podcast tire à sa fin. Et revenez nous écouter dans 2 semaines, même lieu, même endroit. Merci beaucoup. Merci. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.